Salam alaikum Azurfillaoun, bonsoir. Il est né en 1926. Il nous a quittés hier, Rabbi Rahmou. Après 89 ans de vie, de vraie vie, comme rares peuvent en rêver seulement. Une vie pleine, tumultueuse, exemplaire, voire même emblématique, susceptible d'inspirer une infinité de romans, de films, des thèses de doctorat, des conférences, des forums. Une vie exceptionnelle. Hussein Ait Ahmed est donc mort, Rabbi Rahmou, après des décennies de combats, de militantisme, d'engagement pour libérer son peuple de l'emprise coloniale, puis de celle d'une mafiocratie qui avait détourné le cours de l'histoire, qui s'était substituée au colonialisme et qui a commis contre le peuple toutes les exactions possibles et imaginables. Ait Ahmed est le dernier des 9 révolutionnaires qui ont allumé la mèche du 1er novembre. Il faisait partie des 3 Algériens, dont lui-même et Ahmed Ben Bella et Mohamed Khidr, qui avaient rejoint les 6 fondateurs initiaux du FLN historique. Karim Belkacem, Mostafa Ben Boulaïd, L'Arbi Ben Mehdi, Mohamed Boudiaf, Rabah Bitat et Didouche Mourad, Rabbi Yarhamhum Kamel. Il allait donner, ces leaders de la révolution, allaient donner ce qu'on appellerait plus tard le groupe des 9. Les autres compagnons de Ait Ahmed ont connu des fins héroïques, parfois tragiques, parfois étonnantes aussi, si je peux dire. Ceux qui ont eu le plus de chance sont ceux qui sont tombés au champ d'honneur, tués par l'armée coloniale. Mostafa Ben Boulaïd, Mourad Didouche, L'Arbi Ben Mehdi. Ahmed Ben Bella a rallié l'armée des frontières, qui allait l'installer en façade le temps de le déposer et de l'envoyer croupir dans ses geôles souterraines. Mohamed Khidr et Karim Belkacem seront assassinés par le régime qui a volé l'indépendance aux Algériens. Rabah Bitat a rallié ce même régime. Mohamed Boudiaf, après de longues années d'opposition à ce pouvoir illégitime, allait finir par être piégé parce qu'il pensait qu'il allait participer au sauvetage de son pays aimé. Il sera assassiné par ceux-là même qui s'étaient servis de lui et dont il menaçait de déranger la même mise sur le pays. Des gens qui allaient plonger le pays dans l'horreur et y provoquer la mort d'1/4 million d'Algériens, sans parler du cortège d'autres malheurs en tout genre. D'autres leaders historiques de la première heure qui avaient rejoint la lutte et qui avaient joué un rôle primordial allaient tous être écartés, tous, d'une façon ou d'une autre, par la répression, par la détention, par la menace, parfois même par la corruption. C'était désormais le règne brutal, corrupteur de ceux qui avaient raflé les fruits de la victoire et qui s'étaient fabriqué une histoire sur mesure. Un grand nombre des grands leaders, des révolutionnaires, a donc été réduit au silence. Certains sont morts en exil, dans l'indifférence de ceux pour qui ils avaient combattu toute leur vie. Hussein Ait Ahmed allait survivre à nombreux de ses compagnons de lutte. Il allait refuser toutes les offres, résister à toutes les menaces. Il continua le combat contre le régime qui avait pris le pouvoir et qui avait appris à se régénérer en changeant de tête sans changer ni de nature ni de vocation. Hussein Ait Ahmed allait connaître les pires vicissitudes, l'adversité, la trahison, la répression, le maquis, l'emprisonnement, l'évasion, l'exil, la calomnie, l'assassinat, la persécution de ses fidèles compagnons d'armes, la ghettoisation de son mouvement. Mais il ne baissa jamais les bras, jusqu'au jour où il put de nouveau rentrer au pays, parce que la jeunesse, un certain octobre 88, avait réussi à secouer le joug de l'oppression. Hussein Ait Ahmed s'engagea de tout son être et de toute son intelligence dans le processus naissant. Il ne se doutait pas que ce qui semblait être un changement révolutionnaire, voire une libération, n'était qu'illusion. Il ne tarda pas à le constater.
D'abord, lors de l'interruption du processus électoral en 1991, qu'il dénonça de toutes ses forces, malgré son, en 1992, qu'il dénonça de toutes ses forces malgré son opposition naturelle au courant islamiste. Puis, lors des élections présidentielles de 1999, lorsqu'il se rendit compte que les jeux étaient faits avant même que de commencer. Il commit peut-être des erreurs tactiques, peut-être aussi des erreurs d'appréciation. C'est un être humain, après tout. C'était un être humain, après tout. Mais toute sa vie politique a été guidée par une profonde conviction. Il aimait son pays, il aimait son peuple. Et pour rien au monde, malgré les offres alléchantes que ce régime corrupteur lui fit, il ne laissa jamais tenter, même quand on lui offrit sur un plateau d'argent de devenir un président de façade. Il est mort digne, comme il a vécu. Je ne sais pas ce que fut son état d'esprit dans ses derniers moments de lucidité, mais il sera parti sans avoir atteint son grand idéal, malheureusement. Il n'aura pas réussi à libérer son peuple. Il le laisse entre les mains d'un régime prédateur, plus que jamais mortifère, opportuniste, puisqu'aujourd'hui, après avoir tout fait pour le réduire au silence, après lui avoir fait endurer les pires épreuves, voilà qu'il se sert de sa disparition pour se faire mousser, de la même manière qu'il s'est servi de la révolution et de la mémoire des Chouhada. C'est cela, le terrible constat que nous pouvons faire, malheureusement. Aït Ahmed et ses compagnons et les centaines de milliers de nos compatriotes qui ont donné leur vie n'ont pas obtenu la libération de leur peuple. Hussein Aït Ahmed nous dira-t-il, de façon posthume, son sentiment sur la révolution inachevée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mostafa Bouchachi, qui ne restera pas longtemps avec nous, il est appelé ailleurs, militant des droits de l'homme, ex-député du FFS. Belaïd Abban, professeur de médecine et politologue à Paris. Youssef Aouchiche, chargé de communication du FFS Alger, qui essaiera de rester avec nous le plus qu'il pourra. Sadr Sellam, historien, Paris. Je vais donc commencer par Mostafa Bouchachi, qui nous a demandé de le faire passer en premier pour pouvoir le libérer. Mostafa Bouchachi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, c'est Mostafa. Alors, j'aimerais que vous nous disiez, vous nous parlez surtout de cet aspect d'Aït Ahmed pour ce qui est du combat pour la démocratie et pour la dignité humaine. Oui, écoutez, c'est l'un des symboles, c'est l'un des rares symboles de l'histoire de ce pays. C'est un jeune homme qui a donné sa jeunesse pour la libération de notre pays. Il a quitté l'école, il a quitté le lycée à l'âge de 16 ans. Il a commencé à militer pacifiquement dans des partis politiques avant de rejoindre la révolution et d'être l'un des stratèges de notre révolution. Bien sûr, tout le monde connaît l'histoire, le parcours de Aït Ahmed entre 47 et 62, mais c'est j'aimerais dire que c'est l'un des rares, si ce n'est pas le seul, qui a considéré que l'indépendance n'est pas seulement une fin en elle-même, que 1,5 million de martyrs. C'est pour une Algérie libre, une Algérie démocratique, que la plupart des Algériens participent positivement et activement à gérer ce pays par le biais d'une démocratie. C'est pour ça que Aït Ahmed est resté un grand militant. Il est resté un homme, un leader près du peuple algérien. Et le sentiment, cette mélancolie générale à travers le pays est témoin de ce que Aït Ahmed a fait. Bien sûr, en essayant de militer pour la démocratie dans notre pays, il a commencé par démissionner des instances de la révolution en 62, lorsqu'il a vu
qu'on va vers un système totalitaire et que l'armée des frontières allait prendre le pouvoir de force. Et puis, il a revu ça en 62, lorsqu'après l'élection de la constituante de la première assemblée algérienne, que le bureau politique a confisqué les tâches, les prérogatives de cette institution. Alors, il a démissionné de ses postes. Il a démissionné de l'Assemblée constituante en 63 parce qu'il a considéré que la proclamation de novembre, c'est construire un État démocratique. Et ce n'était pas le programme, mais la fin de ses camarades, de ses camarades qui ont participé à la révolution. Bien sûr, en militant pour la démocratie, il a été l'objet de poursuites, d'incarcération, de condamnation, d'exil forcé. C'est pour ça les Algériens. Et lorsque l'Algérie avait besoin de lui, lorsqu'il y a eu une lueur d'espoir en 89, il a répondu oui. Il est rentré pour participer, c'est pas pour avoir des postes, c'est pour participer à une vie politique, c'est pour renouer avec les principes de la démocratie. Et lorsqu'il y a annulation du processus démocratique en Algérie en 92, il a refusé ce qu'on lui proposait d'être à la tête de l'État. Il a essayé par tous les moyens avec d'autres personnes de la classe politique d'élaborer le contrat de Rome, le contrat national, pour sortir de la crise, pour revenir vers une démarche démocratique et pacifique. C'est pour ça que les Algériens sont tristes. Les Algériens ressentent qu'ils ont perdu un homme sage, un grand militant qui a donné toute sa vie à l'Algérie, qui a donné sa vie pour le combat démocratique. Je dirais que malheureusement qu'il y a une classe politique, il y a un système politique qui utilise son décès à des fins politiques, je dirais pour rendre hommage à Hossein Ait Ahmed. Je dirais à tous les Algériens, même aux gens du système politique, pour lui rendre hommage, je pense, c'est aller vers et concrétiser les principes qu'il a toujours soutenus et milités durant toute sa vie. Merci beaucoup, Mustafa Bouchachi, pour cette participation. Youssouf Aouchiche nous fait dire que lui non plus ne pourra pas rester longtemps avec nous. Je vais donc le recevoir tout de suite. Youssouf Aouchiche, merci d'être avec nous. Youssouf Aouchiche? Est-ce que Youssouf Aouchiche est avec nous? Allô, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. On nous dit que vous ne pourrez pas rester longtemps avec nous. Effectivement, nous avons beaucoup de choses à faire avec tous les citoyens qui arrivent au siège national. Donc, nous sommes en train de les recevoir et de s'occuper d'eux également. Il y a des délégations officielles qui arrivent, des hommes de partis politiques, des personnalités. Il y a beaucoup de personnes qui veulent rendre hommage et participer à cette veillée qui est organisée au niveau du siège national du parti, également au niveau de tous les locaux du FFS à travers le territoire national. Donc, quelle a été la réaction également au siège de nos sections. Quelle a été la réaction des Algériens lorsqu'ils ont appris que Hossein Ait Ahmed est décédé? Je pense que les Algériens, tout comme nous, militants du FFS, sont tristes d'apprendre cette nouvelle. Ils sont attristés par la disparition d'un des monuments du combat libérateur et également du combat pour la démocratie et les droits de l'homme en Algérie. Ils sentent qu'ils ont perdu un repère. Je pense qu'à travers les messages de solidarité et de soutien que nous avons reçus de la part de milliers de citoyennes et de citoyens à travers le territoire national et également de la part des représentations sociales au niveau de tout le pays, témoignent de la grandeur, témoignent de la place qu'Ait Ahmed occupe au cœur, dans les cœurs des Algériennes et des Algériens. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier,
c'est pas uniquement l'UFFS qui est en deuil, c'est tout le pays qui est en deuil. Ce n'est pas tout le Maghreb, parce que Hossein Ahmed, il a milité, comme il s'est sacrifié pour construire une Algérie libre et heureuse. Il s'est également battu pour construire un grand Maghreb, un Maghreb des peuples, où régnera la volonté populaire avant tout. Nous rappelons que nous recevons de très nombreux messages du Maroc, de notre voisin frère marocain, qui sont vraiment très touchés. Nos compatriotes marocains sont très touchés par cette triste nouvelle. Je voudrais vous demander, Youssef Aouchiche, est-ce que vous confirmez qu'Aït Ahmed sera bien enterré en terre algérienne dans son village natal? Oui, effectivement, Hossein Ahmed sera enterré à Ain Hammam, au village Ahmed, au niveau de la Daïra Ain Hammam, commune à Yahya. Donc c'est dans son village natal. Et nous allons communiquer, rendre public la date du rapatriement et également le déroulement de la cérémonie funéraire dans les prochaines heures. Peut-être, en tous les cas, on va communiquer dès qu'on aura les confirmations, quelque chose d'officiel. On le communiquera pour les militants et également pour les citoyens qui sont dans l'attente et qui nous appellent pour pouvoir participer à cet hommage, pour lui rendre un dernier hommage. Comment expliquez-vous que le président Bouteflika, dans Hollande, nous dit qu'il s'exprime parfaitement sur tous les grands problèmes complexes du monde, pas seulement d'Algérie, ne se soit pas exprimé sur la disparition de ce grand révolutionnaire, de ce dernier grand révolutionnaire, je parle du groupe des Neuf, hein, pas des autres révolutionnaires qui sont encore avec nous, Dieu merci, alhamdoulilah, Comment expliquez-vous ce silence du chef de l'État? Je pense que le chef de l'État s'est exprimé, il a décrété un deuil Non, exprimé de façon verbale et directe à la télévision. Je pense que ça fait longtemps, c'est pas pour le défendre, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas exprimé. Et pour nous, le plus important, c'est ce signe de solidarité qui a émané de la population, qui est le plus important, parce que Hossein Ahmed, il s'est toujours considéré comme un enfant du peuple. Je pense qu'il est né enfant du peuple, militant au sein du peuple algérien. Il est mort militant également et enfant du peuple algérien. Donc c'est le plus important pour nous que l'expression d'autres peut-être des messages de condoléances. Un dernier message, une dernière question, pardon, excusez-moi. C'est presque un lapsus, presque révélateur, j'allais dire. Est-ce que le FFS, excusez-moi pour la franchise de ma question, est-ce que le FFS sera à la hauteur du disparu? Je pense que nous allons faire tout pour d'abord honorer et rester sur le chemin qui a été tracé par Hossein Ahmed. Hossein Ahmed qui a commencé son combat alors qu'il avait 16 ans, donc nous allons faire tout. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Hossein Ahmed s'est retiré de la présidence du FFS depuis 2013, comme vous le saviez. Et le FFS est resté fidèle à ses principes et compte continuer sur cette tracée. Et parce que ce sont les idées qui fondent le parti. Ce sont ces idées qui font du FFS le parti qui est aujourd'hui. Donc nous allons continuer cette œuvre et je pense que c'est le meilleur hommage que nous allons rendre aujourd'hui, c'est de continuer le combat de Hossein Ahmed pour la démocratisation du système politique et également pour libérer le citoyen algérien de ce joug qui l'a pas. Youssef Aouchiche, chargé de la communication du FFS, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir participé à cette couverture spéciale en hommage au grand disparu qu'est Aït Ahmed, Hossein Aït Ahmed. Nous allons rester en compagnie de Sadr Sellam, historien à Paris, et de Belaïd Abban, médecin, professeur de médecine, politologue. Ils resteront avec nous et nous allons parler de la vie, du parcours
de Hussein Ait Ahmed et nous ouvrirons tout à l'heure le standard à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices pour leur permettre d'intervenir et de poser éventuellement des questions à nos invités. Alors, Sadr Sillam, vous êtes avec nous? Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de m'avoir renouvelé l'invitation. Merci. Alors, nous allons commencer par le début. Le début de Hussein Ait Ahmed. Est-ce que vous pouvez nous parler de ses débuts politiques? Et j'alternerai entre vous et Belaïd Habban pour essayer d'avoir une description la plus humaine, la plus vraie, la plus émouvante possible, mais surtout la plus vraie. Donc, essayez de nous parler de Hussein Ait Ahmed jeune, quand il a commencé son action politique, son militantisme pour son pays. Eh bien, Ait Ahmed est né dans une grande famille de notables, à la fois religieux et locaux. Normalement, il aurait pu chercher à faire carrière, à faire de bonnes études. Et au cas où il aurait décidé de militer, ses origines sociologiques l'auraient amené vers l'UDMA. Or, il n'en a été rien. Quand il a décidé de s'engager à l'âge de 16 ans et demi, il a choisi le PPA. C'est-à-dire qu'il ne se faisait aucune illusion sur les possibilités de réforme du système colonial. Et dès le début, il était acquis à l'idée d'indépendance, ce qui n'est pas le cas de tous les militants qui ont rejoint par la suite la Révolution. Et donc il a étudié en Kabylie, et puis il a été au lycée de Ben Aknoun, qui était une annexe du lycée Bugeaud, au centre d'Alger. Et là, il fait partie d'un groupe de militants, dont certains sont encore en vie, comme Saïd Chiban. Ce sont des militants pour la culture berbère, mais aussi pour la cause nationale. Et Ait Ahmed, dès le début, a été attaché à l'unité nationale, mais aussi à la culture de sa région d'origine. Même si par la suite, moi je me souviens d'une de ses interviews à une télévision libanaise dans les années 90, on l'a interrogé sur le devenir du berbère, il a dit que c'est pas la priorité quand on massacre les Algériens régulièrement, les civils, etc. Et donc il a été très précoce, il est arrivé jusqu'à la première partie du bac, et c'est le militantisme qui a pris le dessus par rapport aux études. Et donc sa culture générale, sa politisation l'a désigné pour être à la tête de l'os, alors qu'il n'avait pas 22 ans. Et on a une idée de sa pensée, de la clarté de sa pensée, de sa vigueur intellectuelle, quand on lit le rapport de Zeddine sur l'os, qu'il a rédigé lui-même. C'est un document à relire aujourd'hui pour se faire une idée de cet intellectuel engagé dans l'action. Il aurait pu être un grand intellectuel. Quand on lit ce texte-là, il avait tout lu, Clausewitz, toutes les théories de la guerre, il avait tout étudié, la guérilla de l'émir Abdelkrim, Mao Tse-tung, et dans ce rapport, il a conceptualisé, il était à la tête de l'os depuis sa création. Il a conceptualisé la guérilla en fonction du contexte local. Toutes les idées que mettront en œuvre les chefs de l'os de l'ALN naissante viennent de cette conceptualisation. Alors ensuite, il s'est trouvé mêlé à la crise berbériste de 49 sans avoir été impliqué directement. Alors là, je vais vous arrêter, Sadr Sillam, pour alterner un peu avec Belaïd Habban, et je reviens à vous. Belaïd Habban, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, cher Jamal. C'est toujours un plaisir d'être sur ton plateau. Merci beaucoup. Alors, justement, comme nous le rappelait Sadr Sillam, quel fut le rôle de Hussein Ait Ahmed dans cette fameuse crise berbère de 1949? Et qu'est-ce que c'est d'abord que cette crise berbère de 1949? J'entends pas bien. Hein. Alors, est-ce que là vous m'entendez mieux?
Oui, oui, j'entends mieux. Oui. Voilà. Alors, quelle est donc cette crise berbère de 1949 que pas tous les Algériens connaissent bien, de toutes les façons, et quel a été le rôle de Hussein Ait Ahmed dans cette fameuse crise? Hmm. Donc, très brièvement, parce que c'est quand même un sujet assez vaste, Oui. la crise dite berbériste, en fait, c'est la direction du PPA qui a parlé de crise berbériste. Sous-entendu, berbériste, c'est idéologisant. C'est le berbérisme, l'arabisme, ce sont des concepts idéologiques. Donc, cette crise berbériste, en fait, elle a un double volet. Le premier volet, c'est la fermentation du mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire qui est arrivé à maturation. Donc l'immense majorité des militants et des cadres du PPA de la Kabylie, qui faisaient également partie de l'OS, étaient pressés de passer à l'action. Sur cela s'est greffé ce qu'on a appelé la revendication identitaire. En fait, c'est une crise politico-identitaire. Pourquoi cette crise s'est greffée? Il y a eu déjà un passé de déni de la dimension amazigh de l'histoire nationale. Et si j'ose dire, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le mémorandum de Messali à l'ONU qui a décidé, pratiquement tout seul, que l'Algérie était arabe et musulmane depuis le 7e siècle, en déni de toute dimension amazigh et historique de l'Algérie. Ça, c'est donc en résumé la crise. Pourquoi la crise s'est déclarée donc à la fin des années 40. Alors, le rôle d'Aït Ahmed. Aït Ahmed, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Aït Ahmed était le chef de l'OS. 48, 49, parce que Osmo Belouizdad était déjà très malade et très affecté. D'ailleurs, il ne tardera pas à quitter ses fonctions. Donc, il était effectivement mêlé, comme je viens de l'entendre, mais sans avoir réellement participé à cette crise. Il n'était pas directement impliqué dans cette crise. Pourquoi? Parce que Hussein Ait Ahmed il réfléchissait selon un autre paradigme que ceux qui revendiquaient l'identité amazigh. Hussein Ait Ahmed était dans le paradigme de la lutte révolutionnaire. On lui a reproché de ne pas avoir été à l'avant-garde du combat amazigh, mais pour Ait Ahmed, il y avait une priorité. La priorité, c'était la libération du pays de l'emprise colonialiste. Et d'ailleurs, la direction a sévi en premier contre Ait Ahmed, elle a sévi bien sûr contre les leaders de la revendication amazigh, tels Ben Ali, Amr Hamouda, Barkat Mengulet, etc., Omar Osdiq. Et dans le sillage de toute cette répression, il y avait également Ait Ahmed qui a été démis de ses fonctions au niveau de sa qualité de membre du comité central, sa qualité de membre du bureau politique. Et puis c'est depuis cette période-là qu'Ait Ahmed est pratiquement, marginalisé dans le PPA. Voilà. Et c'est comme ça d'ailleurs que Ben Bella a été désigné pour prendre la relève d'Ait Ahmed en tant que chef national de l'OS. Mais pourquoi Ait Ahmed, au niveau des berbéristes purs et durs, a toujours semblé quelque peu tiède, et au niveau des anti-berbéristes a-t-il toujours paru quelque peu berbériste extrémiste? Pourquoi cette double perception d'un homme qui en fait semble avoir toujours opté pour des priorités? Sans rien renier, comme vous le disiez, de son identité matricielle. Oui, d'abord, je voudrais quand même faire une petite mise au point. Le fait il faudrait qu'on arrête de diaboliser tout ce qui réclame, tous ceux qui luttent contre le déni de l'identité amazigh, parce que c'est un long débat, mais c'est pas le jour pour en parler. J'avais pas suivi le début de l'émission parce que d'abord moi j'aurais voulu, si vous voulez, dire un petit mot compassionnel vis-à-vis de la famille, parce que c'est quand même un jour très spécial. Nous avons perdu une très grande figure du mouvement national, et cette grande figure a toujours eu
une vision de sagesse. Pour revenir à la question qui a été posée, cette vision de sagesse, elle consistait à prioriser les axes de la lutte pendant qu'il était vital de se débarrasser de l'emprise coloniale. Aït Ahmed ne pensait pas à l'identité amazigh. Et il a paru, notamment aux yeux de certains, et j'ai même fait une mise au point dans mon livre sur cet aspect-là, il a même paru comme quelqu'un d'effectivement tiède, comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis, quand l'indépendance a été acquise, les problèmes sont revenus, parce que on ne peut pas gommer d'un trait de plume l'identité d'un peuple. On nous dira toujours que c'est le colonialisme qui a fait fermenter cette revendication. Peut-être, mais c'est le colonialisme qui a fait fermenter également l'identité pharaonique de l'Égypte, l'histoire antique de l'Égypte, de la Mésopotamie. Alors, ce qui est bon pour l'Égypte, la Syrie, l'Irak, ne l'est pas pour l'Algérie, qui doit impérativement redécouvrir la dimension, la profondeur de sa culture et de son histoire amazigh. C'est ça le véritable problème. Alors, tant qu'il fallait être contre le colonialisme, il l'a été, il a lutté comme pas un, et puis quand s'est agi de revendiquer la dimension amazigh, il l'a fait également, tout dans un cadre démocratique, toujours dans un cadre pacifique. S'il y a un seul reproche qu'on ne peut pas faire à Aït Ahmed, c'est d'avoir songé à recourir à la violence, sauf bien entendu les maquis du FFS en 1963, mais ce n'était pas une revendication identitaire, c'était une revendication politique. La preuve, c'est que le FFS était un mouvement national, il y avait des gens d'Oran, de Tlemcen, de Médéa, je peux vous en citer des tas. Voilà. Donc voilà un peu effectivement ce qui peut paraître ambivalent chez Aït Ahmed, ce n'est pas une ambivalence, c'est que ces choix ont été historiquement déterminés. Il fut un révolutionnaire pur et dur, anticolonial quand il fallait l'être, et il a pris en charge la revendication amazigh quand il fallait également la prendre en charge. Je rappelle que vous venez de publier un livre sur Abban Ramadan Rabbi Yarhamou, dont vous êtes un neveu, et que nous avons prévu de vous recevoir pour en parler. Un livre qui a eu beaucoup de succès en Algérie, et qui est très très intéressant, dont il faudra parler, et nous vous recevrons avec plaisir pour en parler justement. Avec grand plaisir. Merci. Donc je reviens à Sadr Sellem. Je vous laisse poursuivre, Sadr Sellem, sur votre description de ce parcours de Hossein Aït Ahmed. Oui, sur cette affaire de la crise de Berbérie, je pense que ce que m'a dit Ben Haddad de Ta'aban et de Karim Al-Qassim s'appliquait à Aït Ahmed. Il m'a dit qu'ils étaient attachés à la culture berbère, mais ils mettaient l'unité nationale avant. Et ensuite, il y avait des questions tactiques à l'époque. Il faut le mémoire remis par Messali à l'ONU via Abdelrahman Azam, le secrétaire général de la Ligue arabe qu'il avait rencontré en 1946 à Paris. Messali Haj ne pouvait pas faire autrement que de souligner l'appartenance de l'Algérie au monde arabe, sinon il n'aurait pas bénéficié de la solidarité de la Ligue arabe. Quand Messali a eu son entretien à Paris avec Abdelrahman Azam, Azam lui a recommandé la participation aux élections que la France allait organiser, l'internationalisation de l'affaire algérienne via la Ligue arabe et l'ONU, et la Ligue arabe a participé aux sessions de l'ONU qui avaient lieu à Paris à l'époque, et la création de l'OS. Donc il avait plusieurs fers au feu, mais la réaction un peu négative là, des gens qui disaient que l'Algérie, il fallait pas parler de l'identité arabe, elle était excessive. Elle est arabo-berbère et islamique, l'Algérie. Mais Messali Haj aurait pu dire arabo-berbère pour éviter les problèmes, justement. Oui, mais il aurait eu des extrémistes de la Ligue arabe qui auraient tiqué sur ce mot berbère. Donc il y avait un côté tactique. Messali Haj était le seul membre du comité central de l'étoile nord-africaine, le seul membre non berbère. Et il s'entendait très bien avec
avec tous les gens qui étaient avec lui. Donc, il n'avait pas de blocage là-dessus, mais ce sont c'est beaucoup plus des divergences d'ordre tactique qu'autre chose. Aït Ahmed, en bon tacticien, n'a pas participé. Aït Ahmed le dit dans son livre, et il a été exclu pour crise matériello-berbériste, selon la formule consacrée, quand il a demandé des explications sur l'exclusion de certains de ses amis. Il dit, est-ce que vous êtes sûr qu'ils seront impliqués? Eh bien, on a réagi brutalement en l'excluant lui-même. Donc le parti n'était pas très démocratique à l'époque. Et je pense que c'est cet épisode qui a fait d'Aït Ahmed un défenseur vraiment acharné du pluralisme, dans tous les sens du mot, culturel et politique. Il était acquis à l'idée de la priorité, c'était la révolution. Il croyait à la lutte armée, mais il était pour l'application de la déclaration du 1er novembre, un État démocratique, social, conformément aux principes de l'islam. Et Aït Ahmed a été l'un des théoriciens qui était à l'origine de cette formule très brève qui, en quelques mots, n'est toujours pas appliquée en Algérie. On a un État algérien, mais on ne peut pas dire qu'il soit très démocratique, on ne peut pas dire qu'il soit social. En effet. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, Aït Ahmed, si vous voulez, il est venu Aït Ahmed, c'est un très bon écrivain. Malheureusement, il n'a pas beaucoup écrit. Son livre est intéressant sur le plan anthropologique. La Kabylie des profondeurs, comment il puise dans la culture des sages des éléments qui inspirent sa conduite politique. La Djemma kabyle, les proverbes en arabe, en berbère, etc. qu'il cite, c'est vraiment un travail d'ethnographe, de participant, disons. Alors ensuite, il quitte... Il part au Caire, en passant par Paris. Il est venu au moment d'une session de la Ligue arabe de l'ONU à Paris en 1951, où il rencontre quelqu'un qui s'appelait Tawfiq Chaoui. Il est le seul à en parler dans ses mémoires très brièvement, parce qu'il s'est occupé d'eux. Et une fois arrivé au Caire, lui et Khedeb, ils étaient en contact direct avec lui, parce que c'était quelqu'un de très attaché à l'indépendance de l'Algérie et qui avait l'oreille de Abdelrahman Azam, de la Ligue arabe. Et Ben Bella les a rejoints un an et demi après. Et j'ai eu le récit de Favreau, le journaliste suisse qui était au Caire à l'époque. Il m'a dit qu'il allait lire la presse française dans la librairie de Souleymane Lotfallah. Il m'a dit, Ahmed et Ben Bella arrivaient tous les deux. Ben Bella lisait complètement les articles de l'équipe, en tant qu'ancien de l'OM, mais il m'a dit, Ahmed venait pour lire Le Monde, le journal Le Monde. Donc il entretenait ses convictions et sa culture politique, même au Caire. Et comme il était doué pour les langues, il connaissait l'anglais, je pense qu'il a dû apprendre l'espagnol. C'est une supposition. L'anglais, c'est sûr. On peut dire de lui qu'il est le père de la diplomatie de la révolution algérienne. Parce que quand il suivait tout ce qui était les préalables du mouvement afro-asiatique, à Bogor, à Colombo. Je n'ai pas vérifié s'il a été à la réunion de Bogor, où il pouvait y aller comme observateur, mais quand on s'est arrangé pour avoir une délégation maghrébine à la conférence de Bandung en avril 1955. C'est Aït Ahmed Yazid qui était, avec Salah Ben Youssouf, dans une délégation maghrébine. Et c'est l'un des premiers succès de la révolution algérienne sur le plan diplomatique. Ensuite, c'est lui qui s'occupait du bureau de New York, jusqu'à l'arraisonnement de l'avion. Il faisait les va-et-vient, etc. Il venait à la délégation extérieure du Caire. Et Yazid a pris le relais. Après, Yazid a été vraiment l'artisan de la diplomatie onusienne de l'Algérie. C'est après le 22 octobre 1956, et on a dans les archives le premier mémorandum de la révolution algérienne remis à l'ONU. C'est rédigé par Aït Ahmed, qui pouvait influencer des délégués comme les délégués iraniens, par exemple. Il est photographié avec le délégué iranien
qui plaidait, parce que l'Iran était parfois membre du Conseil de sécurité, il plaidait la cause algérienne parce qu'il avait été briefé par Aït Ahmed. Alors ensuite, moi j'ai deux textes d'époque d'Aït Ahmed, le rapport de Zeddine, là, de 49 sur l'os, qui est vraiment un texte impressionnant, qui donne une idée précise de l'intelligence politique du rédacteur. Ensuite, j'ai le rapport de décembre 55, envoyé par la délégation extérieure à Alger, à Baramdan, pour à titre de contribution à la préparation de la plateforme qu'on appellera celle de la Soumam. Et j'ai montré le texte à Harbi, il m'a dit c'est l'écriture d'Aït Ahmed. C'est un modèle du genre aussi, du point de vue analyse de la situation. À la fois, il se réjouissait que la Hélène soit implantée alors que les hommes du 1er novembre craignaient qu'elle soit localisée seulement dans les Aurès ou la Kabylie. Et ensuite, il y avait la dimension internationale. Avant d'y arriver, Sadr Salem, avant d'y arriver, là, je poserai la même question à Belaïd Abban et à Karim Tabou qui vient de nous rejoindre. Avant d'y arriver au 1er novembre 1954, expliquez-nous un peu comment un tel homme, Hussein Aït Ahmed, qui était présent très avant le déclenchement de la Révolution, est très impliqué, qui a été le chef de l'OS, qui a, comme vous venez de nous l'apprendre, un fin diplomate, un des fondateurs de la future diplomatie algérienne, la diplomatie révolutionnaire, un homme tellement cultivé. Comment se fait-il qu'il n'a pas fait partie, dès le départ, du groupe des 6? Pourquoi fait-il partie du groupe des 9? Ça veut dire des 3 qui ont rejoint le groupe initial des 6 qui avaient fondé le FLN. Sadr Salem? Il ne pouvait pas faire. Les 6 par définition étaient à l'intérieur. Mais ils se concertaient, ils avaient des communications avec la délégation extérieure. Oui. Donc de ce côté-là, on le considère comme l'un des principaux et peu nombreux architectes de la Révolution. On peut dire aujourd'hui qu'on ne peut pas faire de distinction entre le groupe des 6 et le groupe des 9 et que les 3 autres étaient de toutes les façons dès le départ avec les 6, sauf qu'ils étaient à l'étranger, à l'extérieur? Ils étaient à l'étranger, mais ils communiquaient, ils se voyaient à Rome et en Suisse. Oui. Mais Salih Hadj recevait des visites à la fois de Ben Boulahid qui est venu le voir à New York, et des émissaires assez nombreux de Ben Bella qui les envoyaient du Caire. Les deux tenaient à ce que Messali participe à la Révolution. Donc, si vous voulez, la séparation entre l'intérieur et l'extérieur n'a eu lieu que plus tard, quand l'intérieur se sentait menacé d'asphyxie, faute d'armement suffisant. Alors les chicayas, les reproches ont commencé, qui ont conduit à la longue à l'accusation de révolutionnaire de palace, avec tous les excès de langage et on peut comprendre. Mais au début, non, la préparation du 1er novembre s'est faite dans la concertation et en bonne intelligence entre l'intérieur et l'extérieur. Restez avec nous, Sadr Salem. Et jusqu'à la note, le rapport d'une quinzaine de pages de décembre 55, il y avait une symbiose entre les deux. Hein. D'accord, restez avec nous, Sadr Salem. Belaïd Abban, cette distinction que les historiens font d'habitude entre le groupe des 6 et le groupe des 9, et qui laisse comprendre comme si les 6 avaient initié donc le FLN et la révolution armée, et que les 3 autres, dont Aït Ahmed, avaient rejoint le groupe et qui n'étaient pas dès le départ avec le groupe fondateur. Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, dès le départ, il y avait une différenciation entre l'intérieur et l'extérieur. La preuve, c'est qu'avant le 1er novembre, on a édicté le principe de la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Ce principe-là n'est pas né à la Soumam. Ce principe-là est né avant le 1er novembre au niveau des 6. Les 6 ne voulaient pas assumer la révolution à l'intérieur et que les dividendes soient, j'allais dire, engrangés par les dirigeants de l'extérieur. Pourquoi cela? Tout simplement parce que pendant très longtemps,
Messali était à son corps défendant, le plus souvent était à l'extérieur. Et donc le mouvement national était dirigé de l'extérieur. Donc échaudé par, cette façon de faire, les dirigeants du 1er novembre, les dirigeants des 6 de l'intérieur, ils ont édicté un principe, c'est la primauté de l'intérieur sur l'extérieur qu'Abban a fait valider avant d'aller à la Soumane. Abban a envoyé Yass Saadi chez Boudiaf à Zurich, je crois qu'il l'a rencontré, et il lui dit, est-ce que ce principe-là que vous avez édicté le 1er novembre, est-ce que vous êtes toujours d'accord? C'est comme ça que le principe a été validé. Mais enfin, c'est un autre débat parce qu'aujourd'hui, on va surtout parler de... Absolument, absolument. Je voudrais juste revenir sur un point soulevé par Sadr Selam au sujet de la crise berbériste. En fait, dans mon livre, d'ailleurs, j'ai beaucoup insisté sur ça, il n'y avait pas d'extrémisme contre la culture arabe ou contre l'arabe ou contre l'islam en Kabylie. Il faut rappeler que la Kabylie s'appelait la montagne savante. Et beaucoup de Kabyles étaient fiers de parler l'arabe et il n'y a pas un seul village en Kabylie où il n'y a pas 2 ou 3 mosquées, y compris dans le mien. Notre maison est à 5 mètres de la mosquée, il y a 3 mosquées maintenant au village d'Azouza. Donc le problème n'était pas là. Le problème, c'est que la direction, et ça l'a souligné aussi, il n'y avait pas de démocratie, la direction a refusé de parler. Le culte de la personnalité avait pris le pas sur le débat et sur l'échange d'idées au niveau du Parti du peuple algérien. Alors quand Messali a, j'allais dire de manière autoritaire, imposé ce dogme, les gens ont cherché à comprendre, il y a eu un rejet total du débat. Voilà, donc c'était pas, j'allais dire, des trublions d'un côté. Mais Sadr Selam nous dit... de l'autre côté. Sadr Selam nous dit que c'était de la part de Messali El-Haj plus une question tactique qu'une question idéologique. Qu'il fallait se faire soutenir par la Ligue arabe. Par le biais de Shakib Arslan et par le biais d'Azam Pacha. Ça, je suis d'accord qu'il fallait effectivement gagner les bonnes grâces du monde arabe et l'Arabie saoudite commençait à engranger des recettes pétrolières et Shakib Arslan avait l'oreille des Saoudiens. C'est comme ça que Messali a été aidé financièrement et ça, je suis tout à fait d'accord. Restez avec nous, Beled Abban. Nous allons recevoir Karim Tabou parce que nous risquons de le perdre. La ligne est très mauvaise. Karim Tabou, merci de nous avoir rejoints. Vous allez rester, nous dit-on, un court instant avec nous. Merci d'être avec nous, donc. Karim Tabou. Nous l'avons perdu. Beled Abban, je vous laisse poursuivre le temps que nous retrouvions Karim Tabou, qui, je le rappelle, était un proche de Aït Ahmed. Il a été secrétaire général du Front des Forces socialistes. Parlez-nous un peu du parcours d'Aït Ahmed quand il est allé au Caire. C'est une partie de sa vie qui est très importante dans le reste de son militantisme, de son engagement. Le Caire, si vous voulez, c'était, j'allais dire, le lieu naturel où j'allais fermenter la révolution algérienne à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y avait le comité de libération du Maghreb arabe, qui avait comme secrétaire général le héros du RIF, Abdelkrim Al-Khattabi. Donc c'était tout naturel que les révolutionnaires algériens aillent au Caire et on le saura par la suite. L'une des priorités du régime de Gamal Abdel Nasser, c'était la libération du Maghreb. Maintenant, on peut revenir sur ces aspects-là. Comment ils voyaient cette libération? Voilà, donc c'est comme ça que Aït Ahmed, quand il s'est enfui pour l'affaire de la poste d'Oran, il est parti au Caire avec d'ailleurs Khédar. C'est les premiers qui sont arrivés au Caire. Ils sont arrivés d'ailleurs sous le régime monarchique, la monarchie de Farouk. Et ensuite, quelques temps après, il y a eu la révolution des officiers libres. Je vous reprends tout de suite, Beled Abban. Je vais vous interrompre pour ne pas perdre encore Karim Tabou. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Merci d'invitation. Merci. Alors, Karim Tabou, vous avez été très proche d'Aït Ahmed et vous avez été secrétaire général du FFS. Qu'est-ce que le décès de Hussein Aït Ahmed vous a inspiré et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? J'ai pas entendu votre question. La question est, je voudrais vous entendre décrire un peu vos relations avec Aït Ahmed, ce que furent ces relations. Comment avez-vous ressenti sa disparition?
En tout cas, si je donne mon point de vue, c'est à titre personnel d'abord, ni au nom du parti du FFS, ni au nom d'une quelconque instance officielle, plutôt d'abord à titre de militant, mais également à titre de membre fondateur de l'Union démocratique et sociale. Ce que je peux dire d'Aït Hamed, c'est que, pour ma part en tout cas, je suis un jeune Algérien qui a eu cette chance, cet honneur et cette chance d'avoir géré quelques temps les affaires du parti. Mais je retiens de cet homme deux dimensions. D'abord, la dimension humaine. Il est exceptionnel. Aït Hamed, et contrairement à l'idée reçue, contrairement à tous les clichés, contrairement à toutes les accusations colportées pendant des années sur son autorité, sur son zaïmisme, sur son dictat, sur sa violence, c'est tout le contraire, puisque Aït Hamed est d'une humanité exceptionnelle. Sur le plan politique, je pense qu'on va devoir consacrer des jours et des jours, des séminaires pour enfin essayer de décortiquer, essayer de comprendre, essayer de sortir de sa philosophie, de sa pensée, de ses textes, de ses prises de position, l'essentiel des matériaux sur lesquels nous allons devoir fonder notre avenir. Un avenir que Aït Hamed a voulu qu'il soit un avenir démocratique, un avenir qui respecte les droits de l'homme, un avenir qui respecte les libertés, un avenir qui redonne aux Algériens le droit à l'autodétermination. J'ai eu également à le voir à l'épreuve des moments difficiles, soit sur le plan personnel, parce que, comme vous le savez, les derniers temps, il était affaibli sur le plan de la santé, mais également des moments difficiles sur le plan politique. Et assez souvent, il n'arrêtait pas de nous demander d'avoir un regard lucide, un regard apaisé, un regard rationnel sur ce qui se passe autour de nous. Parce que nous, notamment les jeunes, on est assez souvent portés par une fureur, la fureur, par la colère, par l'envie d'aller rapidement vers des... Et lui, par du haut de son expérience, de ses années de lutte, de combat, il a su comment trouver les meilleurs des mots, les meilleurs moments, les options les plus j'allais dire, apaisées, sans y renoncer d'un iota aux principes sur lesquels il a fondé sa pensée, sur lesquels il a fondé son militantisme. Restez avec nous, Karim Tabou, si vous le pouvez. Nous aimerions bien vous avoir pour le reste de l'émission. Je reviens. Nous allons prendre un petit intermède, puis nous reviendrons vers Beled Aben, puis vers Sadr Selem. Et ensuite, nous essaierons d'avancer avec Karim Tabou aussi, s'il reste avec nous. Et puis, en dernière partie, nous ouvrirons le standard à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent s'exprimer. À tout de suite.
Salam alaikum al-Jadid. Je reviens à Bled Abban. Je vous laisse poursuivre au sujet du Caire et après je vous demanderai de nous parler un peu de du fameux arraisonnement de l'avion en provenance du Maroc à destination Turquie qui a été arraisonné par l'aviation militaire française. Et c'est là, à ce moment-là, que les historiques ont été arrêtés. Je vous demanderai de nous en parler. À partir de maintenant, nous allons essayer d'aller un peu vite pour pouvoir laisser un peu de temps à nos téléspectateurs pour nous dire ce qu'ils pensent de cette disparition. Bled Abban, je vous en prie. Donc, Aït Ahmed était dès le début des années 50 au Caire, parce que, comme je disais, c'est le lieu de fermentation de la libération du Maghreb, du simple fait qu'il y avait un comité qui était désigné, comité de libération du Maghreb arabe, créé en 1948, si j'ai bon souvenir. Ensuite, Aït Ahmed sera rejoint par Mahsas et Ben Bella, ce qui fait que ce qu'on appelle la délégation extérieure, en fait, ce sont les trois principaux chefs historiques, c'est-à-dire Aït Ahmed, Khaydar, Ben Bella, avec bien entendu les centralistes qui vont arriver, notamment Yazid, El Ahwal, ensuite Lamin Barin, ensuite bien sûr Mahsas. C'est tout ça qu'on appelle en fait la délégation extérieure. Mais les trois principaux chefs, ce sont ceux-là précisément, ce sont ceux qui faisaient partie des 9 historiques. Et c'est à ce titre-là qu'ils ont pris l'initiative, sans d'ailleurs aviser la direction intérieure, d'aller rencontrer Mohamed V et Habib Bourguiba. Les deux pays étaient devenus indépendants, donc il fallait une concertation pour savoir quel était l'avenir de l'Algérie, qu'est-ce qu'il fallait demander, est-ce qu'il fallait s'en tenir au préalable de l'indépendance, ou il fallait demander une indépendance par étape, comme ce fut le cas de la Tunisie, et dans une moindre mesure le Maroc. Et donc les trois dirigeants s'étaient retrouvés au Maroc, et c'est comme ça qu'ils ont pris un avion un avion français, en tout cas avec un pilote français, c'est un avion de la compagnie marocaine. Et voilà, le national-colonialisme français n'était pas du tout dans l'état d'esprit de négocier. Et donc, parce qu'en fait, cette histoire de négociation était déjà dans l'air. Était dans l'air. Puisque la partie, j'allais dire la frange la moins radicale de la SFIO, des socialistes, voulait la négociation. Et c'est comme ça que les trois dirigeants sont partis pour se concerter avec leurs collègues maghrébins. Et le national-colonialisme français a saisi l'occasion, il a piraté l'avion, et c'est comme ça que la délégation extérieure a été décapitée. Restez avec nous, Bled Abban. Sadr Sellam. Comme nous devons aller un peu vite, je vais vous poser une question précise concernant une péripétie très, très, très importante et qui va compter de façon décisive sur la suite des événements qui continuent jusqu'à aujourd'hui de peser sur l'avenir de la nation algérienne. Cette femme, quand les historiques étaient en prison à Aulnay, expliquez-nous un peu comment Boumedienne avait envoyé Bouteflika à la prison pour contacter les leaders, faire une proposition d'abord à Boudiaf et puis à Ben Bella si Boudiaf ne marchait pas. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Là, on brûle plusieurs étapes importantes. Vous pouvez parler d'autres étapes, mais en allant un peu vite. Non, moi j'ai eu le privilège de rencontrer tout à fait par hasard Aït Ahmed 2 fois. Oui. Une fois dans les années 80, dans les rues de Paris, où il se baladait sans protection. Une autre fois dans les années 90, où il avait des protecteurs. Et à l'époque, moi, je lisais le feuilleton des mémoires de Tawfiq Chaoui, qui est un personnage fabuleux. Aït Ahmed rentre dans un café à côté de la Bibliothèque nationale, où j'étais pas seul. Et il voulait prendre un café au zinc, là, au comptoir. Et je me suis retrouvé à côté de lui, je lui ai parlé de Tawfiq Chaoui et du docteur Salah ad-Din qui était le ministre des Affaires étrangères du roi. Il m'a dit, il nous a été beaucoup plus utile que le gouvernement de Nasser. Docteur Salah ad-Din, c'était un véritable anticolonialiste qui croyait à la solidarité interarabe anticolonialiste. Et lui, il déplorait le paternalisme et l'emprise que voulait exercer Fatih Vib et les services spéciaux il ne supportait pas ça. Je pense que
quand il était au Caire, là, il était mal à l'aise, quand Fatah Zib faisait du dirigisme et de l'interventionnisme. Fatah Zib, qui était le patron des services secrets égyptiens et qui avait été chargé de contrôler la révolution algérienne. Non, son patron, c'était Azed Suleiman, et lui était chargé du Maghreb. Du Maghreb, d'accord, merci. Oui, mais dans la note dont j'ai parlé, qui est très importante, que, bon, là, je vais donner un détail assez important qui nous renseigne sur les autres aspects, c'est Abba Ramzan qui l'envoie à Karim Belkacem. Et on l'a retrouvé dans les documents du Millet de Tazmalk. Or, la lettre d'accompagnement de Abban dit à Karim Belkacem, j'ai retiré le passage concernant la création d'un gouvernement algérien en exil. Donc là, je livre ça à la méditation, mais le reste, là, il y a une bonne partie qui insiste sur la dimension intermaghrébine de la lutte. On croyait encore à une ALN, à une armée de libération intermaghrébine. Et c'est à ce titre qu'ils ont donné suite assez facilement à l'invitation de participer à la conférence intermaghrébine de l'unité du Maghreb à Tunis. Pourquoi parce que les trois partis nationalistes maghrébins avaient promis de ne jamais négocier séparément. Or, Bourguiba a violé cet engagement, et suivi par les Marocains, donc Mohamed El Khamis avait une certaine mauvaise conscience, il voulait rattraper cette violation de l'engagement pris d'ailleurs à Paris à l'époque. Et c'est pour ça qu'il a convoqué cette conférence de Tunis qui allait mettre dans l'embarras les Français, parce que le projet c'était de proclamer une confédération franco-nord-africaine. On ne parlait pas de Maghreb à l'époque, hein. On ménageait les Français en retenant leur terminologie. Ils préféraient l'Afrique du Nord à Maghreb, qui est l'appellation des Mkhaldoun. Et donc, si cette conférence avait réussi, la France aurait été vraiment mise dans l'embarras devant l'opinion internationale. C'est qu'on lui propose une confédération qui supposait la reconnaissance d'un État algérien, au moins sous forme d'une autonomie interne. C'est la raison pour laquelle ils ont opté pour l'inauguration de la piraterie aérienne et ils ont dérouté cet avion qui était marocain, Air Atlas, il appartenait à Air Atlas, mais dont tout l'équipage travaillait pour le SLEC en fait, parce que quand ils ont reçu l'appel de la tour de contrôle leur demandant d'atterrir à Alger, le pilote a commencé par refuser, mais puis après on lui a dit c'est un ordre. Et l'ordre, comme c'était un officier du SLEC, il a obéi. Et donc, je pense que il y avait une volonté de régler le problème par la voie politique et diplomatique. C'est la raison pour laquelle ils ont accepté les quatre. Bon, l'Ashraf était là par hasard, hein, parce que le Ben Bella allait amener avec lui comme secrétaire Tijani Damarji, qui était un médecin originaire de Tlemcen, président de l'Union des Algériens musulmans du Maroc, qui était proche du palais. Mais à la dernière minute, il s'est décommandé, donc ça relance les supputations. Est-ce qu'il a été mis en garde par le Moulay Hassan, le prince héritier? Oui, c'est ce qu'on dit. C'est possible, mais on n'a pas de certitude. Alors, je vais être obligé, c'est passionnant tout ce que vous nous dites, mais comme cette émission a vraiment des horaires, je vais être obligé de sauter quelques étapes pour vous demander de nous parler de cette fameuse mission de Bouteflika envoyée par Boumedienne aux prisonniers d'Aulnay. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, avant cela, il y avait une compétition à la santé même entre Boudiaf et Ben Bella pour le leadership. Or, Aït Ahmed, c'est quelqu'un qui s'est toujours mis à l'écart de ces compétitions un peu, pour lui, infantiles. Et il est resté comme ça jusqu'à l'indépendance. Quand on sait qu'à chaque fois qu'il y avait un conflit au sein des chefs de l'extérieur, chacun voulait avoir le maximum de chefs de wilaya derrière lui pour modifier le rapport de force. Or, Aït Ahmed n'a jamais été mêlé à ça.
Alors, la seule fois où il s'est réfugié en Kabylie, en 63, quand il a vu qu'il n'y avait pas de démocratie, la Kabylie, c'est sa terre natale, mais ça ne veut pas dire qu'il voulait la sécession. Et contrairement aux accusations et aux calomnies entretenues par les officines de l'ancien centre de communication de la défense de Fawzi et compagnie, et leur débouché dans la presse dite libre, Ahmed a été calomnié par les éradicateurs depuis le début des années 90. Et je pense que le meilleur hommage à lui rendre, c'est de réfuter toutes ces calomnies. Il défendait la démocratie. Et il était vraiment la cible des éradicateurs parce que il a refusé les offres de Nozal qui a pensé à lui pour le HCE. Et il lui a dit, c'est un coup de force. Et il a été alerté Hachani, avec lequel il était mis en contact avec Saad Hamid Mahri, et donc, si vous voulez, il est resté sur la même... Et cet épisode de Bouteflika qui avait été mandaté par Boumedienne? Oui, ça c'était après le conflit entre l'état-major et le GPRA. Boumedienne a d'abord fait transmettre une lettre par Omar Boudaoud et la direction de la Fédération de France qui était en Allemagne. C'est la seule fois où Boumedienne a été en Allemagne. Donc ils ont transmis aux 5. Et ensuite, quand il n'avait pas de réponse, il a dépêché Bouteflika. Qui était parti avec un passeport marocain. Comme tout le monde. Harbi se baladait avec un passeport tunisien. Oui. Et donc, c'était pas... Parce qu'il n'y avait pas de passeport algérien à l'époque. Ça veut dire que la France était d'accord pour qu'il puisse se déplacer sous couvert d'un passeport marocain pour rencontrer les prisonniers. Oui, ça veut dire que la France était d'accord pour cette mission de Bouteflika envoyée par Boumedienne. Mais celui qui a été reçu avant de tout le monde, c'est Ben Yahya qui est venu sans papier, sans passeport. Oui. Et parce que De Gaulle voulait aller vite pour signer les accords d'Évian, et il fallait soumettre le projet d'accord aux 5, et Ben Yahya, qui était très intelligent, il s'est présenté en son nom. Et alors que la police des frontières à Bellegarde s'attendait à ce qu'il donne un passeport tunisien, il a dit, écoutez, nous sommes à quelques semaines de l'indépendance, je ne vais pas dissimuler mon identité. Oui. Mais qu'est-ce qu'a proposé Bouteflika à Boudiaf d'abord, puis à Ben Bella? Il a proposé l'offre de Boumedienne de faire alliance. Boumedienne se sentait insuffisamment légitime, mais il n'était pas très connu à l'époque. Il avait la force de l'armée des frontières, mais politiquement, il fallait la caution d'un historique. Et donc, il a pensé à Boudiaf, qui a décliné l'offre, et Ben Bella l'a accepté. Alors, Ahmed, est-ce qu'il était au courant? Parce que, vous savez, il y avait plusieurs pièces des tractations secrètes. Mais Ahmed est resté à l'écart de ces intrigues, de ces alliances et contre-alliances. Et puis bon, là, ça a été un tournant où l'arrivée au pouvoir de l'armée des frontières était inscrite dans les faits à partir de l'acceptation par... De ce fameux accord entre Ben Bella qui a accepté d'être une façade de Boumedienne. Quand ils ont été libérés, ils ont été reçus à Oujda, à la base de Ben Midi, les 5 ou les 4. Il y a deux capitaines de l'état-major qui se sont arrangés pour faire applaudir Ben Bella seul. Alors que les autres ont commencé à se poser des questions. Pourquoi on n'applaudit que Ben Bella? Ça, c'est le résultat de l'alliance secrète contractée au château où ils étaient en prison, où Bouteflika leur a rendu visite. Et ça, c'est le point de départ des crises à répétition de l'Algérie indépendante. Restez avec nous, Sadr Salem, restez avec nous. Nous n'allons pas ouvrir le standard, malheureusement. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il y a encore tellement de choses à dire. Karim Tabou, j'aimerais revenir vers vous. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cet épisode, si je puis dire, on a perdu Karim Tabou. Très bien. Je reviens à Belaïd Abban.
La question que j'allais poser à Karim Tabou, cet épisode très important de Aït Ahmed après les élections de 1991, quand il a condamné l'interruption du processus électoral, jusqu'à sa participation très très active à Saint-Egidio, à la plateforme de Saint-Egidio. Oui. J'aimerais que vous nous en parliez. Oui, quelle est la question? J'aimerais que vous nous en parliez d'une façon générale. Voilà, mais ça, c'est tout à fait Aït Ahmed. C'est une grande figure. Pourquoi c'est une grande figure? Parce qu'il y a une constance dans ses choix. Aït Ahmed, c'est toujours, pour lui, la modernité, c'est la démocratie. Plutôt la démocratie, c'est la modernité, pas vice-versa. Aït Ahmed a répudié très tôt ce qu'il appelle la légitimité historique. Donc pour Aït Ahmed, il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait compter, qui pouvait, hypothéquer l'avenir du pays, c'était l'absence de démocratie. Donc la ligne, c'est la démocratie, les droits de l'homme. Et il s'en est tenu à cela depuis toujours. Et Aït Ahmed, il avait ceci de particulier, c'est qu'il ne jetait aucune exclusive sur qui que ce soit. Je reviendrai à cette fameuse formule, ni État policier, ni État intégriste. C'est pas une ligne d'éradication, c'est une ligne politique. C'est-à-dire, même si on n'est pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec vous, mais j'accepte que vous descendiez dans l'arène politique et qu'on puisse discuter. Même si il était contre l'État policier, bien entendu, mais il était également contre l'émergence d'un État théocratique. Et il le disait, mais ça, il faisait confiance au peuple. C'était au peuple de décider qui allait prendre le pouvoir. Pour lui, c'était le retour du primat politique. La seule façon d'aller au pouvoir, c'était par les élections. Et en 91, c'est les seules véritables élections qui aient eu lieu dans notre pays. C'est les élections de 91, et c'est le peuple qui a littéralement décidé qui allait prendre le pouvoir. Et c'est tout cela, Aït Ahmed, s'en tenir à une ligne politique, la démocratie, la modernité, et ce sont deux concepts qui sont très, très, alliés chez lui, qui sont très intimement liés. Être moderne, ce n'est plus penser à prendre le pouvoir parce que on a fait le maquis, c'est se mettre dans l'universalité, la démocratie, la modernité, et il s'en est tenu à ces deux concepts-là. Voilà, et c'est pour lui, quelle que soit, sa revendication, quels que soient les combats qu'il a pu mener, il ne les envisageait que sur le terrain politique et pacifique. Contrairement à ce que beaucoup de personnes avaient prétendu à l'époque. Mais pour reprendre un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que l'État profond était mis en marche déjà à l'époque des tractations déjà pré-indépendance. Donc c'était déjà l'État profond. On applaudissait celui qu'on voulait adouber et on négligeait ce qu'on n'entendait pas aider à aller au pouvoir. Restez avec nous, Belaïd Abban. Karim Tabou, vous êtes avec nous? Oui, On vous a perdu à plusieurs reprises. Alors dites-nous, Karim Tabou, cette attitude de Aït Ahmed qui a clairement affiché son opposition à toute république intégriste, comme il disait, ni État policier, ni république théocratique. Néanmoins, il disait de façon claire, évidente, publique, qu'il ne s'opposait pas au droit des islamistes de s'exprimer politiquement sur la scène publique, à condition qu'ils respectent un cadre démocratique. Il leur reconnaissait le droit de recourir à la volonté populaire. Oui, bien sûr. Je pense qu'après le premier tour des élections législatives de 91, Aït Ahmed avait essayé de passer le message suivant. D'abord, il voulait faire prendre conscience à tout le monde qu'il fallait mettre en œuvre et participer par toutes les voies possibles pour rendre irréversible le processus démocratique. Parce que ce processus démocratique
qui a été engagé après la Constitution qui donnait quelques espaces à l'expression politique, à l'expression populaire, devait être soutenu par une approche, j'allais dire apaisée, mais également en acceptant de consentir des sacrifices, parce que l'essentiel était de rendre irréversible le processus démocratique. Le deuxième objectif, c'est qu'il ne voulait pas qu'il y ait des monopoles, tous les monopoles. D'abord, il ne voulait pas d'un monopole de l'opposition. Et il voulait absolument, à travers le Front des forces socialistes, donner une voix, une troisième voie, une voie de l'espoir à toutes celles et à tous ceux qui avaient peur et qui avaient besoin d'être rassurés sur le bienfait de la démocratie, en fait, le bienfait de l'expression populaire, le bienfait de la compétition politique, bien sûr, tout en tenant la mesure de l'inexpérience, de l'absence de cette culture dans la société, et qu'il fallait construire. Donc le meilleur moyen était de donner toutes les chances au processus démocratique de se rendre irréversible. Bien sûr que les voix qui étaient embusquées pour déjouer, pour avorter, pour tout simplement renverser ce processus comme ils l'ont fait en 62, comme ils l'ont fait en 65, comme ils l'ont fait, il se trouvait tous les prétextes possibles pour stopper le processus démocratique, en fait empêcher que les Algériens retrouvent leur droit à l'autodétermination, leur droit de décider par eux-mêmes sur leurs propres affaires. Malheureusement, certains par calcul, certains par ignorance, d'autres par inaptitude politique à comprendre les enjeux, avaient tout simplement joué sur le terrain de la violence, et cette violence a tout simplement cassé les ressorts. Au sujet de cette violence, Karim Tabou, au sujet de cette violence dont vous parlez justement, quel a été, en aparté, quand il vous parlait, quand vous étiez ensemble, quand il était avec les membres de la direction du parti, quelle a été son attitude à l'endroit de la gestion, j'allais dire, de la violence par le régime et de la fameuse question taboue, si je peux me permettre, qui tue qui? Non, je pense que Ahmed, son regard, il a toujours dénoncé le fait que la violence a été un des fondements, un des piliers du système politique algérien. La violence prend des formes différentes, de la liquidation physique de militants à l'emprisonnement, au chantage social, à la corruption, au trafic des élections. Ce sont des formes différentes d'un mot qui est le même, la violence. La violence a toujours constitué un des piliers essentiels du système politique dans le pays. Et bien sûr, Ahmed a bien compris depuis le début que la prime à la violence, à l'inverse des principes de la primauté du politique sur le militaire, mais également sur la violence, a été donc la première des dérives qui a abouti donc à toutes ces crises et à tous ces chocs. Bien sûr, Ahmed est un fervent défenseur de la différence, du respect des pluralismes, tous les pluralismes, qu'ils soient les pluralismes politiques, pluralisme linguistique, pluralisme culturel. Il n'y a pas de doute sur le fait que Ahmed a été un des rares dans des moments difficiles. Ahmed, et je reprends une belle expression d'un écrivain russe, Solzhenitsyn, qui disait, par un étrange paradoxe, plus je sombre dans ce monde d'une cruauté inhumaine, plus je prête l'oreille aux rares qui, même dans un tel monde, font appel à la conscience. Je pense à Ahmed, même au milieu de la violence, au cœur de la dérive violente des uns et des autres, Ahmed a su faire appel à la conscience. Malheureusement, les tenants des logiques jusqu'au-boutistes, les tenants de la violence, les tenants du renversement de la volonté populaire, les tenants du coup d'État ont fini par imposer leur dictat. Et c'est ce qui fait que nous sommes en 2015 dans une situation qui est la résultante de toutes ces crises, de tous ces coups de force et de toutes ces violences pratiquées depuis des décennies.
Karim Tabou, un dernier mot, en moins d'une minute. On va faire un dernier tour de micro. Le dernier mot, je dis à chaque fois, et là j'aborde une question qui n'est pas politique. Moi j'ai eu la chance de connaître les enfants à Del Hussein, et je me suis toujours posé la question sur Aït Ahmed qui a donné des prénoms à ses enfants, et de Jugurta à Salah Din. Et lorsqu'il a choisi le slogan de Sidq ou al-Misdaqiya, la crédibilité en 99, je pense que ces exemples-là, ce sont des détails, mais qui résument toute la philosophie, tout le socle de valeurs sur lesquels est construite la pensée de Hussein Aït Ahmed. Merci beaucoup, Karim Tabou. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Sadr Sellam, un dernier mot, un commentaire. Bien que la direction légale du fils ne voulait pas instaurer la charia ni la théocratie, parce qu'il était en contact avec Hachani, qui lui avait promis, alors soit il l'a rencontré, soit via Mahri, je ne me souviens plus, Hachani avait promis de gouverner en cas d'accession au pouvoir dans le cadre de la constitution de 89, qui n'était pas celle de la charia. Et quand il a été reçu par un Nazar, il a été immédiatement avertir Hachani via Mahri. Il lui a dit ils vont faire un coup de force, mais gardez-vous de réagir par la violence. Et c'est pour ça que Hachani a été arrêté, pour que les cadres moyens du fils soient plus manipulables. Alors que si le fils n'a pas été décapité, il n'y aurait pas eu de recours à la violence, parce que Hachani écoutait, c'est l'un des rares dirigeants du fils qui avait l'humilité d'aller consulter Taleb, Aït Ahmed, Mahri, et même, je crois, Ben Khadda de temps en temps. Alors, Aït Ahmed, s'il a fait ça, c'est qu'il n'avait pas de blocage vis-à-vis de l'islam. Souvenez-vous comment il dénonçait la fraude électorale par un verset du Coran, « Waylun lil mutaffifin ». C'est les prévaricateurs qui falsifient les poids et mesures. Donc il avait sa culture, lui, il a fait un usage de sa mémoire, de sa culture de l'adolescence, etc., pour la mettre au service d'un projet qui reste toujours valable. Et Aït Ahmed sort du lot par rapport aux autres politiques parce que c'était un grand pédagogue. Moi, je me souviens, il venait régulièrement à Paris faire des meetings. Au moment où on était complètement paumé, on n'avait que des rumeurs plus ou moins vérifiables. Aït Ahmed veillait à éduquer la base, à la tenir au courant, à lui donner des analyses très pertinentes. Il entretenait les convictions des militants, des Algériens. Il n'était pas sectaire du tout, il s'adressait à l'ensemble des Algériens. Et quelqu'un a dit tout à l'heure que son importance sort au-delà des limites d'un parti, aussi important que le FFS. Il a fourni cette leçon inoubliable que on ne règle pas le problème posé par un parti qui déplaît par un interdit, puisque le parti a été interdit en 63 ou 4, et c'est ce parti-là qui est arrivé deuxième aux élections de 91. Aït Ahmed, si vous voulez, son action, son discours, ses analyses restent une référence pour tout Algérien qui veut vraiment instituer un véritable état de droit. Merci. Et je pense que il aura eu un début de satisfaction. Je pense qu'il était encore lucide et suffisamment au courant de ce qui se passe quand il a appris la chute de l'état DRS, qui est un tournant. On nous parle d'un état civil. Daoula Madani a emprunté à la formule à la Tunisie. Je pense que si on tient les promesses concernant l'instauration d'un état civil, ça serait le meilleur hommage, c'est-à-dire un état de droit. Ça serait le meilleur hommage à rendre à Del Hussein, Allah yarhamou. Merci, Sadr Sellam. Belaïd Abban, un dernier mot avant de clore cette émission. Très rapidement, c'est un lieu commun que de rappeler que c'est l'une des plus grandes figures de l'histoire contemporaine de notre pays. Moi, je dis toujours, et je l'ai écrit quelque part, que notre pays aurait mérité d'avoir à sa tête quelqu'un comme Aït Ahmed, de par sa sagesse, de par son expérience, et puis de par le fait que c'est un grand, non
parce qu'il se prend pour un grand, mais simplement parce qu'il est en phase totale avec sa société. Il est en osmose avec la société, quoi qu'on dise, parce qu'il a été beaucoup diffamé sur ce plan-là, le fait qu'il ait vécu longtemps à l'extérieur, et ça, tout le monde sait, maintenant les gens de bonne foi savent que s'il est resté à l'extérieur, c'est pour préserver sa vie. Voilà, maintenant, sans rentrer dans les détails. Donc c'est une très grande figure aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter l'éternité, et puis à lui rendre un hommage immense, et je pense que son message va aller, j'allais dire, de manière transgénérationnelle. Voilà, qu'il repose en paix, et puis toutes nos condoléances à sa famille et toute notre compassion. Merci beaucoup, Belaïd Abban. Merci Sadr Sedlam, merci Karim Tabou, merci à tous nos autres invités, merci à nos téléspectateurs de nous avoir prêté cette si indulgente attention. Je voudrais juste vous dire, avant de vous quitter, que si un tel homme a pu exister dans notre pays, et avec lui, beaucoup d'autres qui sont encore de ce monde, alhamdoulilah, ces piliers de la terre qui soutiennent la nation, qui ont fait qu'elle ne disparaisse pas malgré toute cette atroce nuisance d'un régime ô combien prédateur, ô combien destructeur, ô combien ravageur. Si un tel homme et d'autres hommes comme lui ont existé et continuent d'exister, c'est que le terreau est fertile, c'est que le terroir est riche et que les graines qui ont été semées par notre identité millénaire, par notre identité matricielle, par notre façon d'être, par ce que nous sommes en profondeur, ces graines ne resteront pas stériles, elles germeront. Elles germeront et une jeunesse déjà prête, déjà là, déjà sur le terrain, déjà à l'avant-garde, même si personne ne la voit encore, prendra la relève d'Aït Ahmed et des autres qui ont tant donné à cette nation. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Bqaw ala khair. Bislama.